Bonsoir les amis, bienvenue à ce nouveau numéro du club, encore un spécial Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2017 au Gabon. Le sommaire du club, c'est parti. Les Lions d'Atlas ont manqué de réalisme avant de se faire punir par l'Égypte, septuple championne d'Afrique. Terrible désillusion pour une sélection qui, en dépit des nombreux forfaits, n'aura néanmoins pas à rougir de son parcours. Absorber la déception et se remettre au travail, tel a été le message du sélectionneur Hervé Renard. Et le travail, c'est de capitaliser sur ce qui a marché au Gabon et aussi et surtout trouver des solutions à certaines lacunes de cette équipe en vue de la qualification pour le Mondial 2018 en Russie. Burkina Faso, Égypte et Cameroun-Ghana seront donc les affiches des demi-finales de cette CAN 2017 mercredi et jeudi. Les Burkinabés complètent ce dernier carré qui compte les 3 équipes les plus titrées de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Et à mes côtés ce soir, comme tout au long pratiquement de cette Coupe d'Afrique des Nations, le grand Moussa Ndao. Bonsoir Moussa. Bonsoir. On est allé dans les victoires et dans les défaites, dans les déceptions, on restera toujours ensemble. Bah ouais, dans la continuité de cette CAN qui n'est pas encore finie. Ouais. Et qui, dès demain déjà, se profile la première demi-finale. Il faut continuer jusqu'au bout. Et on va continuer jusqu'au bout, mais on va revenir, bien entendu, sur ces déceptions pour les 2 Lions, les Lions de la Teranga, qui étaient présentés comme les grands favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations, au vu de ce qu'a montré cette équipe lors des matchs de la phase aller. Mais comme on dit souvent, une Coupe d'Afrique, ça ne se gagne pas en phase de poule, mais ça peut se perdre en phase de poule. À mes côtés également, Amine Rahmouni. Bonsoir Amine. Salut. Pourquoi ce geste? J'ai mal aux yeux en te regardant. Pourquoi? Je sais pas. Reda Alali, bonsoir. Oui, je voudrais signaler que Moussa n'est pas seulement un ancien grand footballeur, un membre du staff du WAC et un consultant, il est même, pardon, tu m'interromps. Éminente équipe du Wydad de Casablanca. Cette éminente équipe du Wydad de Casablanca, il est en même temps aujourd'hui le styliste de Jalal Bouzrala. Le styliste attitré, voilà, exactement. Et je salue la flamboyance de ce choix qui nous permet, je pense, définitivement à partir de maintenant, de nous libérer des contraintes que tu nous imposes. À partir du moment où tu as fait ça, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. J'ai fait ça pour plusieurs raisons, mes amis, parce que c'est le Gabon, vous vous rendez compte, on est en train de fêter. On fête l'Afrique et on fête la Coupe d'Afrique des Nations. En plus, la vérité, c'est que Monsieur Moussa Ndao m'a offert cette tenue et pour lui rendre hommage à lui et au Sénégal, j'ai tenu à mettre aujourd'hui cette superbe tenue. On l'appelle comment déjà? Le Vax. Le Vax. Riche en couleurs. Voilà, le Vax riche en couleurs. Merci beaucoup pour ce superbe Vax et je suis vraiment fier de le porter ce soir pour cette édition du club. De quoi on va parler? On va parler et revenir bien entendu sur cette Coupe d'Afrique des Nations, sur la sortie de l'équipe du Maroc, les Lions d'Atlas éliminés au stade donc des quarts de finale. L'aventure qui s'est arrêté, la faute à un manque de réalisme criant et aussi à l'opportunisme au métier des Égyptiens, les pharaons, qui ont réussi bien sûr à s'imposer en toute fin de rencontre. Que va-t-on retenir du passage de l'équipe du Maroc lors de cette Coupe d'Afrique des Nations? Élément de réponse dans ce sujet, on en parle juste après. Difficile à avaler pour les Lions d'Atlas, dominateurs durant leur quart de finale face à l'Égypte. Ils ont fini par craquer et subir le pragmatisme des pharaons égyptiens à 2 minutes du coup de sifflet final. Ainsi, les hommes d'Hervé Renard se sont malgré tout fait prendre au piège de la maxime de cette Coupe d'Afrique des Nations 2017, dominer n'est pas gagné. Face à des Égyptiens qui tiraient pourtant la langue en fin de rencontre, les hommes d'Hervé Renard ont eu l'occasion de tuer le match à plusieurs reprises. Mais ils ont finalement payé ce manque de réalisme en encaissant un but à 2 minutes de la fin. Une réalisation opportuniste de Karaba qui a profité d'un cafouillage dans la surface de réparation marocaine pour pousser le ballon au fond des filets. Conclusion inattendue d'une rencontre qui a mis du temps à démarrer, puis plus encore à choisir son vainqueur. C'est le terrain, il ne faut pas chercher d'excuses quand on joue un match comme celui-ci, il faut féliciter l'adversaire qui sur un coup a su faire la différence alors que nous on a
quelques opportunités. Et on n'a pas, ça s'est joué à très peu de choses. Un tibia qui met le ballon en corner ou qui met le ballon dans le but. Il y a eu un match énorme. Les joueurs, à l'image de Mehdi qui a emmené tout ce groupe, Benatia, ont été exceptionnels. Sincèrement, c'est pas pour passer la pommade. J'ai vécu dans beaucoup de groupes et ils ont tout donné. On a tout donné. On voulait rendre le peuple marocain beaucoup plus fier que ce qu'on a fait, mais c'est comme ça, c'est le football. Un goût d'inachevé, certes, le parcours des Lions de l'Atlas lors de cette Coupe d'Afrique des Nations est plus qu'honorable. Le meilleur en tout cas depuis plus de 13 ans est la fameuse épopée lors de la CAN 2004 en Tunisie. Mais cette sortie dès les quarts de finale face à l'Égypte et le scénario de cette élimination laisse tout de même beaucoup de regrets. Car cette équipe du Maroc, arrivée sur la pointe des pieds au Gabon et privée de ses meilleurs joueurs, semblait pourtant capable d'aller encore plus loin. Pour les Lions, cette CAN est bel et bien terminée. Il s'agit maintenant, et comme le disait si bien Hervé Renard, d'absorber la déception et se remettre au travail. On est restés ensemble, ils ont travaillé comme des acharnés. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est dommage qu'ils ne soient pas récompensés, mais la défaite, c'est toujours le coach qui l'assume. Mais je suis fier d'eux. Voilà, un coach qui assume sa défaite. Que va-t-on retenir, mes amis, un rapide tour de table de cette Coupe d'Afrique des Nations et du passage de l'équipe du Maroc dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va commencer par Moussa. Bonne prestation dans l'ensemble. Je pense que, voilà, comme le sujet le montrait tout à l'heure, la victoire de l'Égypte, on peut même dire que c'est une victoire un peu flatteuse. Le Maroc a été, je pense, ils ont dominé surtout la deuxième mi-temps où ils ont eu d'innombrables occasions pour marquer. Malheureusement, voilà, le Maroc paye aussi ce manque d'inefficacité devant. Et quand on croyait aller aux prolongations, pratiquement, l'équipe égyptienne pratiquement au bord de la rupture, à genoux, à presque 2 minutes de la fin, marque ce but. Donc voilà, mais on retiendra surtout, je pense, une bonne participation des joueurs. On a bien aimé, je pense, surtout la combativité que les gens ont applaudi des deux mains, la voyance de cette équipe, l'envie surtout. Voilà, et puis je pense que ce manque de technicité qu'ils avaient devant, ils ont su le compenser, je pense, par cet enthousiasme, mais surtout aussi cette générosité au niveau de l'effort. Je pense que voilà, il y a des choses bien qu'on peut retenir de ce passage du Maroc après tant d'années où c'était la déception à chaque fois et elle rentrait au premier tour. Je pense que cette équipe peut être fière. Maintenant, il faut pas aussi dormir. Il faut continuer à bosser, prendre ce qui a été bien dans cette Coupe d'Afrique et puis composer avec ceux qui vont revenir de blessures. Ça, c'est un autre programme. Bon, ben c'est surtout ça, et puis préparer les échéances de la Coupe du Monde qui pointent le nez déjà à l'horizon. Alors la parole maintenant à Amine. Lors de la dernière émission de l'année, ton vœu, ton souhait pour l'année 2017, c'était de passer un tour. C'est fait. Qu'est-ce que tu retiendras, toi, de cette participation, de ce passage de l'équipe du Maroc lors de cette CAN 2017 au Gabon? Je retiens d'abord que Moussa a tout dit, je pense qu'on va partir. Mais plus globalement, je dirais que c'est une storytelling en plusieurs étapes. D'abord, je retiendrai la poisse, parce que on débute quand même une CAN avec une animation offensive entièrement décimée. Et ensuite, je pense que je retiens beaucoup de suspicions. On ne savait pas comment on allait entamer ces qualifications. La défaite contre la Finlande en match amical, Renard qui s'en prend un peu plein la gueule. Et par la suite, je pense que la défaite, même pas avant la défaite, parce que la défaite c'était en fin de match, mais au tout début du match de la RDC, on le commence par une transversale de Bossofa, comme un signe, parce que dernier match aussi. Et ensuite, moi, je vais le faire en 3-4 mots, du cœur, de l'envie, de l'abnégation, une envie de jouer ensemble. Et après, dans le football, on développera plus tard. Je pense qu'il faut un peu de chance. On en a manqué, notamment au dernier match. Mais sinon, pour résumer ce qu'a dit Moussa, je pense que le plus dur commence maintenant. Parce que moi, j'aimerais vraiment qu'on discute de ce qu'il va falloir faire maintenant, qu'on a un embryon de quelque chose, qu'on a vu le début de quelque chose. Et oublier cette CAN où on sort au stade des quarts de finale et qui, pour moi, est un objectif accompli. Reda?
D'accord avec tout ce qui a été dit. Je vais juste essayer de rajouter des choses un peu différentes. En deux mots, abnégation, humilité. Je suis pas d'accord pour dire que l'absence des stars du secteur offensif a été un handicap. Hein. C'est juste le point que j'ai envie de développer, juste pour aller ailleurs, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf sur ce point. Sur deux points, en fait, juste pour générer un débat. Premièrement, je trouve que l'Égypte a été dangereuse aussi en deuxième mi-temps. Il faut arrêter de raconter l'histoire d'une équipe qui bouffe son adversaire et qui se fait prendre à la dernière minute. Ils ont été très dangereux. Mounier nous a fait une œillère en face à face contre Salah et il nous en a fait une deuxième. Voilà, face à Salah. Oui, toujours sur le coup franc. Et une en première mi-temps. J'ai envie de résumer ce match en un mot en disant ils ont réussi un geste de plus que nous, un seul. Voilà. C'est-à-dire que si on l'avait celui qu'il fallait, on aurait pu en réussir un autre et ça aurait sans doute été différent parce que j'aurais eu du mal à imaginer revenir. C'est pas un véritable hold-up parce que là on voit dans ce que disaient les gens, ils ont eu plein d'occasions. C'est des matchs. Mais personne c'est des matchs. Le résumé l'a dit. Nous on regarde beaucoup de matchs. On sait qu'il y a des matchs comme ça qui peuvent tourner dans un sens ou dans l'autre. Bon ben voilà, ça a tourné dans leur sens parce qu'encore une fois, techniquement, ils ont réussi un geste qu'on n'a pas réussi à faire. Maintenant, pour revenir sur l'animation, etc., je pense qu'il y a eu beaucoup d'humilité, une très grande lucidité par rapport à la faiblesse technique de cette équipe. Moussa l'a dit, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de talent, pas seulement devant, hein, et qui a admis ça, qui a fait le maximum avec ce qu'elle avait, ce qui est en gros ce que demande un supporter à son équipe. Fais de ton mieux. Et ils l'ont fait. C'est pour ça que les Marocains sont contents. Parce qu'ils leur ont donné de la fierté. Pourquoi ils leur ont donné de la fierté? Parce qu'ils ont touché leurs limites. Comment ils ont touché leurs limites? En acceptant déjà qu'elles existaient, ce qui était peut-être pas évident dans les précédentes versions de cette même équipe. J'ai quand même vu en une phrase des gens sortir klaxonner au soir de la défaite contre l'Égypte en quart de finale. Ce qui pour moi quand même est le signe de quelque chose. Des klaxons, j'en ai vu beaucoup en bas de chez moi. Voilà, ça va dans le sens de ce que disait Reda, de ce qui se dit aussi ce qui s'est dit pendant de nombreuses années. Juste faites semblant d'avoir envie, quoi. Juste faites semblant d'avoir envie. Ensuite, bon voilà, votre talent fera la différence, vos schémas feront peut-être la différence, mais on sent la naissance de choses, de quelque chose qui peut devenir grand. Qui nous a beaucoup manqué ces dernières années. C'est impalpable. Je ne serais pas forcément. Ça s'explique aussi peut-être, Amine, par le fait qu'on est un peu faudra beaucoup sevré de victoire, de joie avec. Là, on parle pas de victoire. Hein, on a eu quand même 2 défaites sur 4 matchs. Oui. Mais on a senti un début quelque chose qu'il va falloir analyser, le comprendre, parce que il n'est pas encore palpable. Chacun y va de sa petite explication et peut-être capitaliser dessus pour avoir des bases. C'est une base qui peut être solide pour construire quelque chose de grand, parce qu'on a quand même, on va rappeler qu'on a une équipe à part 2 ou 3 éléments, on a une équipe relativement jeune. Et je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes par la suite. Nous avons joint également ceux qui suivent pour nous depuis le Gabon, cette Coupe d'Afrique des Nations, Fouad El-Hanaoui. Et Fouad est encore un peu abattu. On écoute Fouad. L'immense déception, immense désillusion pour les Lions de l'Atlas qui quittent cette compétition continentale au stade des quarts de finale. On avait nourri pas mal d'espoir dans cette équipe pour aller le plus loin possible, surtout après les 2 matchs devant le Togo, la victoire 3-1 et puis la victoire face aux éléphants de la Côte d'Ivoire 1-0, ce qui a permis aux Lions de l'Atlas de se frayer un chemin vers les quarts de finale, un exploit qu'ils n'ont pas réalisé depuis 13 ans, depuis l'épopée tunisienne en 2004. Face à des Égyptiens, disons-le, très expérimentés, rodés à ce genre de compétition, eh bien les Lions de l'Atlas ont abdiqué à 3 minutes de la fin sur un but assassin de Souleymani, alias Kahraba, qui a illuminé le chemin des Pharaons vers les demi-finales. Cette équipe du Maroc qui a eu pas mal d'occasions pour ouvrir le score, notamment en début de deuxième période, mais raté souvent par précipitation ou par les interventions de l'excellent gardien égyptien Aissam El-Hadari. L'équipe égyptienne, elle aussi, a eu des occasions de scorer, si ce n'était l'excellent gardien Mounir El-Khajoui, qui a été un véritable rempart devant les attaques de l'Égypte. Le Maroc, donc, quitte la compétition dans le stade des quarts de finale, mais il quitte, on peut le dire, la compétition la tête haute. Voilà, l'équipe du Maroc qui quitte la tête haute de cette compétition. Je vous propose maintenant rapidement, mes amis, quelques réactions des acteurs, des joueurs à l'issue de cette rencontre et de cette élimination. Ouais. J'ai pas les mots pour décrire la déception. Je pense qu'on a tout fait pour remporter le match.
Je pense qu'on a eu les occasions pour gagner le match. Après, il faut dire ce qui est. J'aime pas trop sortir des excuses, mais bon. Jouer sur un terrain comme ça, c'est inadmissible. En 2017, jouer sur des terrains comme ça, on est en Afrique. Au moins le minimum. Moi, on va pas sortir d'excuses, mais c'était une petite parenthèse que je voulais sortir. En tout cas, je tiens à féliciter le groupe et tout le staff, tous ceux du membre, tous ceux qui font partie de cette équipe nationale, que ce soit les joueurs et le staff et tous ceux qui l'entourent. Voilà, je suis désolé pour notre peuple marocain. On a voulu vraiment faire quelque chose de bien dans cette CAN et c'est pas le cas. Mais... Ouais, c'est le football. C'est pas toujours le meilleur qui gagne. Hein. Aujourd'hui, on a eu plus d'occasions qu'eux. On a eu 2 transversales, puis 2-3 autres occasions. Et voilà, on n'a pas eu de réussite comme le premier match contre le Congo. Et c'est dommage parce que je pense qu'on méritait cette demi-finale et on devait ça à notre peuple et à nos supporters. Je pense qu'on peut être fier de nous. Après voilà, c'est joué sur un détail, coup de pied arrêté, ils mettent un but sur un cafouillage. Nous on a beaucoup de situations qu'on met pas au fond. Donc on peut avoir quelques regrets, mais après voilà, au niveau du jeu, de l'état d'esprit, voilà, je pense qu'on a fait honneur à nos couleurs. Et puis voilà, malheureusement, on voulait aller loin pour représenter le pays qui, depuis 13 ans, n'a pas connu de joueur en Coupe d'Afrique. Il y avait vraiment une réelle ambition dans ce groupe d'aller en finale. Le coach nous a dit depuis le début, vous inquiétez pas, vous avez les capacités pour aller loin, personne ne nous attendait là. Et lui, il a cru en nous et nous, on a cru en ce qu'il nous disait aussi. Donc on est restés soudés. Et on a vu qu'aujourd'hui, on passe pas, mais ça passe à vraiment pas grand-chose. Donc on est déçus pour eux, on aurait aimé les voir faire la fête. On est loin un peu de tout, mais on a vu tous sur les téléphones, les vidéos des proches, des familles, en train de voir tous les Marocains faire la fête. C'était magnifique. Et on joue pour des moments comme ça au football et c'était magnifique. Malheureusement, on avait envie de répéter ça. Et malheureusement, on est éliminé, donc c'est dur. Mais c'est le football. Dur, mais c'est le football. On sent vraiment les joueurs complètement abattus, Reda. Oui, mais c'est ce qu'on leur demandait. C'est-à-dire qu'il y avait un déficit de lien. Il y a énormément de joueurs que j'entends pour la première fois de ma vie, je te le dis. Pourtant, c'est mon boulot, je te promets. Il y a énormément de joueurs, mais c'est vrai, que je vois de près pour la première fois de ma vie. Et je suis, à l'image de beaucoup de Marocains, j'étais en panne de ce lien, et puis l'émotion, y compris négative, elle crée du lien. Ouais. C'est ce lien qu'on n'avait pas. On voyait des joueurs moyennement impliqués qui disparaissaient aussitôt la défaite consommée, qui partaient directement en Europe sans passer par le Maroc. Et il y avait un problème également qui est en train de disparaître, c'est qu'on a vu aujourd'hui une équipe de guerriers qui s'est battue sur d'autres valeurs que celles qui sont les valeurs historiques du foot marocain, qu'on aime bien décrire comme étant un foot plutôt technique, etc. Là, oui, on a eu un foot de combattants, un foot un peu basique, lié à nos limites. Moi, j'accepte ça sans problème parce que je trouve que c'est, encore une fois, ce qu'on demande à une équipe qui est celle de toucher sa limite, voilà. Ils sont arrivés à leur limite. Et de se battre aussi avec ces armes. Peut-être que lorsque on va retrouver les virtuoses, le style de jeu de l'équipe du Maroc va changer. Pourquoi pas? À condition que les virtuoses, excuse-moi, à condition que les virtuoses, déjà, je conteste le mot parce que je sais pas très bien qui est virtuose. Ah, tu contestes beaucoup de choses ce soir. Ouais, tu contestes tout. Il conteste mon wax, il conteste ce que je dis. Je sais pas très bien qui a un statut de virtuose. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il faudrait que les virtuoses, s'ils existent, s'ils peuvent augmenter le niveau technique de cette équipe, marhaba, mais avec cet état d'esprit-là. Ben, on peut faire confiance quand même à Hervé Renard. S'il a imposé cet état d'esprit à C23, il peut le faire avec d'autres, Amine. Oui, ben, je pense que ce sera, on le disait d'ailleurs la semaine dernière, ce sera tout le challenge. Je pense que quand tu es Hervé Renard et que tu as, comme il semble avoir, un plan de bataille et un plan de conduite de ton équipe, une fois que tu l'as figé, que tu te rends compte finalement qu'il est viable et qu'il amène des résultats, est-ce qu'il peut se permettre aujourd'hui de changer un cours de route? Donc plus pragmatiquement, est-ce qu'aujourd'hui, quand Bouf, elle va revenir, est-ce qu'il va reprendre sa place sur l'aile gauche, ou alors est-ce qu'il va continuer à jouer avec les joueurs qu'il a actuellement? Est-ce que Amrabat va reprendre sa place et est-ce qu'on va continuer à jouer avec 5 défenseurs, avec Dira qui est un faux ailier? Tout ça va se poser et avec acuité, parce que on n'a pas eu de résultat avec des virtuoses entre guillemets, ou du moins ceux qui étaient présentés comme tels. Mais aujourd'hui, on a eu des résultats, certes. Peut-être pas autant qu'on le voulait. Toi-même, tu le dis, Amine, sur 4 matchs de défaite de victoire. Oui, non, bien sûr, mais bon, on est un quart de finale. Oui. Après, c'est tout ce qui va rester. Hein. Dans le palmarès, sur Wikipédia, c'est ce qui va rester. Avec des besogneux, parce que ce sont vraiment ça, c'est des besogneux. Et ça, je pense que le véritable débat va se poser à ce niveau-là.
Et bien plus que ce qui s'est passé contre l'Égypte. Parce qu'après, on peut refaire le match 20 fois contre l'Égypte. Est-ce que Benatia doit mettre la tête, pas la tête, est-ce qu'il doit mettre le pied? Je pense que c'est des détails. Est-ce qu'on a eu de la chance, pas de la chance? Je pense que tout ça va disparaître très très vite. Ce qui va rester, c'est parce qu'effectivement, le football, c'est un constant renouvellement. C'est le prochain match qu'on va jouer contre le Mali. Ce qui va rester, c'est aussi l'image de cette équipe du Maroc et cette réconciliation dont parlait Reda, parce qu'on sent que même le public aujourd'hui, malgré l'amertume de la défaite, on sent cette satisfaction du public en général. C'est un état de grâce qui va durer au moins 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au 28 août prochain. On va rencontrer Mali pour les phases éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc tu parlais des statuts et des stars qui allaient revenir. Il est paradoxal et en même temps très révélateur de noter que le seul vrai joueur qui a un statut dans cette équipe, à savoir Mehdi Benatia, est celui qui pose le plus de questions par rapport à sa performance sur les 4 matchs. C'est-à-dire que tu dis le retour des stars, et ben subhanallah, c'est la star. Celle qui a vraiment un statut. Non, c'est pas par rapport à ça, aux joueurs installés, c'est par rapport à la manière avec laquelle l'équipe du Maroc a joué cette Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'on a parlé même la semaine dernière d'un véritable changement d'ADN, mais parce qu'un changement forcé, puisque tous les joueurs de la ligne d'attaque marocaine n'ont pas participé à cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc ce qu'on a fait, on est revenu aux bases. Aujourd'hui, le questionnement autour de l'avenir de cette équipe va se poser à ce niveau-là. Et c'est ce que... Quid de Boufal quand il revient? Quid d'Amrabatou à droite quand il va revenir? Est-ce qu'on va continuer à jouer avec Boussoufa, qui fait probablement son meilleur parcours en équipe nationale depuis qu'il existe, ou on reprend Belhenda qui brille avec Nice? Et je pense que le vrai casse-tête de Renard, c'est là où il va commencer. C'est pas tant l'Égypte, la défaite est consommée, l'élimination est faite, on en garde quand même de bons souvenirs. Mais aujourd'hui, on a 6 mois ou du moins lui surtout, pas nous, mais il a 6 mois pour répondre à de gros questionnements par rapport à comment est-ce qu'il va penser et formater ses équipes pour des grosses échéances à venir. Et c'était d'ailleurs sa première réaction, absorber la déception et se remettre très vite au travail. Oui, mais Jalal, par contre, il y a des acquis qui ont été faits, il va s'appuyer sur ces acquis. Le problème... Sur qui? Ah là là, le jeu de mots, les acquis. Non, moi j'ai eu. Non, pas l'ancien gardien, sélectionneur, mais surtout sur les acquis de cette CAN. Oh non, il est pas mal. Quoi, carton jaune, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, les absents qui vont revenir, ils seront obligés d'être dans la moule, parce que tout simplement. Les matchs qu'ils ont joués, ils ont démontré que pour s'imposer en Afrique, c'est comme ça. Il faut mettre le bleu de chauffe, il faut que tout le monde se batte ensemble, il faut gagner les duels. Et tu vas parfois jouer sur des terrains pourris, c'est comme ça. Donc les absents, ils seront obligés, même avec leur technicité, de se battre quand ils vont perdre le ballon, de sauter, de gagner des duels. Et s'ils ont ce plus d'efficacité devant, c'est tout bon, c'est tout bénéf pour cette équipe. Mais les acquis, c'est surtout d'avoir surtout gagné voilà, une équipe compétitive qui peut aller jouer. On parle pas de ceux-là, on parle de ceux qui s'étaient blessés qui vont revenir. Parce qu'aujourd'hui, mais ceux qui sont blessés, ils ont vu tous les matchs. On oublie très vite une chose. Ils ont vu tous les matchs. Ils ont vu tous les matchs. Non, mais on a 6 mois pour en parler. Non, c'est impossible. Parce que pour moi, c'est. Ben non, aussi, parce que l'Égypte, ça sert à rien de revenir dessus. C'est ce qui est fait est fait. Mais par contre, on enterre très vite une mini polémique. Elle commence avant la CAN. C'est la polémique Ziyech, qui tournait autour de ça. Pourquoi Ziyech n'a pas... Aujourd'hui, les langues un peu se délient, on a plus ou moins des sources qui disent plus ou moins ce qui s'est passé. Ziyech, c'est un talent qui est reconnu. Aujourd'hui, en Europe, il met but sur but avec l'Ajax. C'est un talent, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, Ziyech, Renard ne comptait pas sur lui parce qu'il estimait qu'il rentrait pas dans un mood particulier, un peu plus combatif, un peu plus volontaire. Mais aujourd'hui, tous ceux qui vont revenir, tu pourras permettre de mettre un Ziyech, un Bouffal, un Mrabatou, un Tnan sur le banc et un Belhenda. S'ils mettent le bleu de chauffe pour capable de revenir, de marquer, de tacler, de sauter. Parce que moi, c'est sur ça, c'est clair qu'ils vont rentrer dans le groupe. Cette Coupe d'Afrique montre tout simplement que pour s'imposer en Afrique, il faut absolument. Il faut se battre. Il y a des certitudes quand même. Il y a des certitudes qui sont sorties de cette Coupe d'Afrique. Je sais pas si tu veux parler de l'effectif. Moi, sincèrement, je suis assez mal à l'aise pour parler de l'effectif parce que je connais très mal ces joueurs en dehors de leur parcours en sélection. J'ai très peu accès au championnat dans lequel ils évoluent, mais il y a des certitudes. On sait que Carcela a loupé sa CAN. Il est sorti de l'équipe. Ça m'étonnerait qu'on le revoie. L'Arabie, pareil. On sait qu'il y a des gens qui sont sortis grandis de cette CAN. Je pense en particulier que Dirar Aletov, c'est plus qu'un joueur. On est presque dans le capitana. On sait que
sait que non, Boussoufa est en fin de carrière. Ouais, on va pas. il y a 34 ans, Boussoufa. Voilà, Boussoufa, ça va pas aller très loin avec lui, mais quelqu'un comme Fage, on sait que on a un atout pour les coups de pied arrêtés. Après, faire aujourd'hui des paris sur dans 6 mois, il y aura d'autres blessés. Il y aura d'autres blessés, il y aura d'autres états de forme. Il y aura globalement, nous on fait des listes de 30 pour avoir 18 joueurs. C'est ça Mais au-delà, c'est important. Je ne fais pas un pari sur une liste actuelle. Je fais un pari sur un concept. Parce que là, on est véritablement dans un concept. C'est qu'aujourd'hui, quand au lendemain de la Coupe du Monde 82, l'Espagne réunit ses états généraux pour dire que dorénavant, on va jouer comme ça, et ils ont mis 20 ou 25 ans pour le mettre en place et gagner des coups par la suite, ils ont mis en place un concept. Ou l'Allemagne aussi, après son élimination de premier tour de l'Euro, ils ont dit, voilà, maintenant, il faut changer, il faut ouvrir cette sélection à d'autres. Si on doit continuer avec Renard, parce que dans ses déclarations, il est assez, moi je trouve, un peu flou, mais si on doit continuer avec Renard, quel concept va-t-on mettre en place aujourd'hui? Il n'y a pas de concept. Bah si, tu es obligé d'avoir un concept. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas... Laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Bah oui, je te dis, vas-y. Merci. Moi, je t'en prie. Je peux pas y arriver. Jusqu'à 11h du soir. Oui, Reda. On n'est pas dans un monde où on a une DTN qui impose un schéma tactique et qui le décline dans les équipes de jeunes, dans les équipes de clubs. On peut faire des théories, se poser autour d'une table et débattre comme si on était dans un pays qui était capable de mettre en place ce genre de plan d'action, comme l'a fait, tu l'as très bien dit, l'Espagne ou l'Allemagne. On est aujourd'hui très modestement, pragmatiquement, devant un groupe de 20, 25, 30 joueurs peut-être. On va en tirer le maximum sur un bout de génération, 2 ans, 4 ans, 6 ans, et c'est comme ça qu'on bosse dans le meilleur des cas. Autrement, venir faire les états généraux du foot marocain, se demander si on va jouer maintenant à partir dorénavant comme l'Irlande, comme on l'a fait pendant cette Coupe. Parce qu'on n'en a pas les moyens, tout simplement. On n'en a aucun moyen. La preuve, aujourd'hui, si on a un bonhomme comme Renard qui... Mais non, mais c'est... Je ne dis pas qu'on va tout révolutionner. Mais après, si on a un monsieur comme Renard qui a été capable de s'adapter plutôt rapidement à une CAN avec des circonstances, des facteurs exogènes, on va dire, qui l'ont privé de toute une animation offensive, on peut postuler aussi que sur les 6 mois ou l'année ou les 18 mois à venir, ils mettent en place un schéma, un concept, une manière de jouer, aujourd'hui, susceptible d'avoir des résultats efficaces avec le groupe qu'il a. Et se dire qu'aujourd'hui, même ceux qui vont revenir, ils vont devoir... Donc, on peut mettre en place ce concept. Non, mais vous dites des choses... Vous savez ce qu'on va faire, les amis? Non. J'ai une idée. On va poursuivre ce débat même, mais dans quelques instants, juste après la pause. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie du club. Bienvenue donc dans cette seconde partie du club consacrée bien entendu à la CAN, ce qui s'est passé et ce qui va se passer parce qu'on va évoquer également les demi-finales à partir de ce mercredi. Égypte, Burkina Faso et puis jeudi, le Cameroun opposé au Ghana. Mais avant tout cela, on va revenir au Gabon où Fouad s'est calmé un petit peu. Il veut revenir maintenant sur les acquis de cette CAN en prévision, bien entendu, par exemple, des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Fouad. Oui, Gérald, comme vous le voyez, je me suis débarrassé de cette barbe que j'ai gardée tout au long de la compétition ici depuis mon arrivée à Libreville, et j'avais juré de me la raser juste après l'élimination du Maroc ou au cas d'un sacre final. Eh bien, au coup de sifflet de l'arbitre gabonais dans les vestiaires, je me suis débarrassé de la barbe. Voilà, comme tu l'as demandé, Jalal, auparavant. Voilà, Fouad, il a estimé qu'en gardant la barbe, on va gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, c'était aussi simple. Il y a des pays qui auraient eu beaucoup de Coupes du Monde, avec beaucoup de barbus. La bande-son, on a l'impression qu'il est dans un Grand Prix de Formule 1. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Derrière lui, ça défile. Pour parler donc de cette équipe du Maroc, effectivement, et à ce véritable casse-tête pour Hervé Renard, pour l'avenir de cette équipe du Maroc, pourquoi pas donc une qualification pour la Coupe du Monde. Comment il doit gérer, lui, maintenant, cette situation? Par rapport à qui? Par rapport à ce dont on parle aujourd'hui, garder le même effectif, se baser sur cet esprit de Gabon 2017, chercher d'autres joueurs, travailler peut-être aussi, parce qu'il a le temps maintenant avec les joueurs de la Botola, pourquoi pas? Les acquis sont là pour lui. Je pense que voilà, c'est surtout garder le même état d'esprit. C'est surtout ça. Par contre, c'est ce qu'ils vont venir. Ils vont se confondre dans la moule de l'équipe. Je pense que c'est ça. Donc, on a remarqué que l'équipe du Maroc a
les gens ont aimé parce que l'équipe se battait sur tous les ballons. Et Ouais. comme lui, il a gagné 2 Coupes d'Afrique, il sait comment que pour s'imposer en Afrique, c'est ces armes-là qu'il faut utiliser. Donc je pense que ceux qui vont venir vont indéniablement se mettre dans la moule de l'équipe. Et puis voilà, le travail aussi va continuer. Par contre, là où il faudra encore beaucoup plus bosser, c'est au niveau de l'efficacité devant. Ouais. Parce que c'est pas des occasions qui ont manqué. Peut-être que Bouhabdouz, en étant beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, aurait peut-être tué ce match. Et pas mal de matchs où il a eu beaucoup d'occasions, même s'il se démène comme un beau diable dans la défense adverse et tout, mais il lui manque encore cette lucidité, cette technique pour la mettre au fond. Je pense que le travail surtout va être beaucoup plus axé sur ça. Amine? Ouais, non, ce que dit Moussa est juste. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Il ne faut pas non plus occulter des lacunes parce que nous avons quelques réussites. Les lacunes, enfin, moi je ne suis pas technicien, mais bon, comme Moussa l'a dit, il y a beaucoup de choses à revoir. Et j'aimerais même citer un ami parce que bon, il y a un ami, Mohamed Derbi, qui dit une chose qui est très très juste. C'est un grand footeux qui te dit il faut que les places redeviennent chères en équipe nationale. Et je pense que c'est ce qui a manqué, c'est qu'on a toujours eu l'impression que cette équipe nationale, c'est très très important, que cette équipe nationale, il y avait tellement de passe droit que tu peux ne pas jouer 3 à 6 mois, tu fais en sorte d'avoir des bons relais, bah, tu auras ta place en équipe nationale. Et les exemples sont là pour le prouver tout au long des 5 ou 6 dernières années. Et je pense que le jour où les places deviendront chères et que peu importe ton nom ou ton statut, je pense qu'à ce moment-là, tu auras de fait les gens qui continueront à se battre sur tous les ballons, qui continueront à se battre dans tous les matchs, sur tous les terrains, que ce soit en Afrique, en Europe ou au Maroc, et qu'on aura une équipe nationale qui nous fera rêver comme elle a pu le faire pendant cette CAN. Un dernier mot, Reda, concernant cette équipe du Maroc? Non, je pense que tout a été dit. Je suis un peu perplexe par contre pour la Coupe du Monde. Je trouve que c'est un peu difficile. Ça va être compliqué. Parlons un peu, et en présence de Moussa, de la déception du Sénégal, parce que souvent hein, l'équipe du Sénégal, et on le disait même avant l'entame de cette Coupe d'Afrique des Nations, en arrivant avec son statut de leader du classement FIFA au niveau continental, une équipe qui tourne plutôt très bien en éliminatoire de la Coupe du Monde, une équipe qui dispose, et là il y a l'unanimité autour de la question peut-être du meilleur effectif de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a, comme pour le Maroc, il a manqué peu de choses à cette équipe sénégalaise, elle aussi, d'avoir pas réussi à tuer le match contre le Cameroun. Oui, c'est ça, le Sénégal entre déception et voilà, parce que tout simplement, cité parmi les favoris, comme vous le disiez tantôt aussi, disposant de joueurs capables d'aller jusqu'au bout. Ils l'ont démontré aussi lors des premiers matchs, que ce soit contre la Tunisie en première mi-temps ou le Zimbabwe, où ils avaient déroulé. Bon, ensuite, ce qui leur manque maintenant, ce qui leur manque, c'est surtout le mental qu'a le Cameroun. Je pense que peut-être aussi ils sont montrés trop tôt en Coupe d'Afrique. Parfois, il est préférable de se cacher souvent. Ce n'est pas bien de se montrer trop tôt dans les phases de poule. Je pense que le Sénégal, ça a été ça aussi. Donc le Cameroun l'a bien étudié. Ils l'ont attendu et mentalement, cette équipe du Cameroun étant très très forte parce que déjà peut-être mentalement Moussa, mais aussi physiquement, parce que ils étaient beaucoup plus solides physiquement. En deuxième mi-temps surtout, ils les ont épuisés. Ils ont laissé le Sénégal venir, ils les ont attendus jusqu'à l'épuisement. C'est pour cela qu'ils sortaient de temps en temps, ils ont eu des occasions. Mais encore une fois, c'est une équipe de Cameroun hyper compétitive aussi, privée de pratiquement 8 éléments qui sont pas venus pour X ou X raisons. Donc voilà, ce que le Sénégal doit surtout apprendre, c'est le côté mental. C'est surtout que les quarts de finale demi et autres, ça n'a rien à voir avec les matchs de poule. Donc je pense que c'est à ce niveau et surtout aussi, je pense qu'il y a un brin de manque d'inexpérience de l'entraîneur aussi à ce niveau. Ça a joué. Donc voilà, le Sénégal rentre aussi bredouille avec tout son armada offensive et surtout son statut de favori, qui encore une fois elle s'arrête au port des quarts de finale. Le Sénégal, mes amis, qui n'a jamais donc gagné la Coupe d'Afrique des Nations, par contre, ceux qui vont disputer les demi-finales, 3 de ces sélections ont gagné la moitié des 30 Coupes d'Afrique des Nations. 15 titres pour le Ghana, pour le Cameroun et surtout les 7 pour la sélection égyptienne. Avec tout ce beau monde, il y aura le Burkina Faso qui est un petit peu le petit poussé de ce dernier carré. On voit le sujet de présentation de ces demi-finales, on en parle juste après.
Les 3 pays qui ont remporté la moitié des Coupes d'Afrique des Nations sont présents en demi-finale de la CAN 2017. L'Égypte, 7 sacres, le Ghana, 4 victoires et le Cameroun, 4 titres également, ont en effet gagné 15 des 30 trophées distribués depuis 1957. Il y a donc une certaine forme de logique à les voir dans le dernier carré de cette 31e édition. L'équipe du Burkina Faso qui a joué et perdu une seule finale dénote évidemment dans ce paysage avec son palmarès vierge. Mais les Burkinabés disputent ce tournoi sans complexe et ont pratiqué un football plus séduisant que les Camerounais, les Égyptiens ou les Ghanéens. Après leur échec en demi-finale de la CAN 1998 et en finale de la CAN 2013, les étalons se verraient évidemment bien rentrer dans l'histoire de la compétition le 5 février prochain. Ils devront pour cela commencer par battre une sélection égyptienne qui n'a toujours pas encaissé de but durant cette CAN. L'autre demi-finale, le 2 février à Franceville, aura forcément une autre saveur. Les Camerounais et les Ghanéens se disputeront l'opportunité d'avoir une 5e étoile de champion d'Afrique brodée sur leurs maillots respectifs, celle qui symbolise une victoire en Coupe d'Afrique. Le Burkina Faso, donc, qui devrait se sentir bien seul aux côtés de ce trio magique du football africain. C'est un petit peu l'invité surprise. Mais Moussa, Reda et Amine, ils sont pas là par hasard, les étalons, parce qu'il faut pas oublier que la sélection du Burkina, elle était finaliste il y a 3 ans, il y a 4 ans, en 2013, finale perdue face à la Zambie d'Hervé Renard. Faut pas oublier non plus qu'ils étaient à ça d'une qualification pour la Coupe du Monde, avec ce but de Bouguera de la sélection algérienne 1-0 et élimination donc de la sélection du Burkina Faso. Avec Bouguera qui aurait jamais dû marquer ce but parce qu'il avait à moitié assassiné un adversaire juste avant. Il aurait pu prendre 2 rouges. Non mais je suis sérieux. Exactement. Et donc ils sont pas là par hasard quand même. Absolument. C'est surtout aussi je pense le fruit de leur travail aussi par rapport à ces centres qui ont sorti les Bertrand Traoré, les Alain Traoré. C'est pratiquement des joueurs qui ont grandi ensemble et qui se connaissent, qui ont fait les petites catégories ensemble. Le gardien joue encore à la SEC d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc il y a Bansé aussi, excellent, celui qui a marqué le but, qui joue à la SEC Mimosa, qui est revenu à la SEC. A signé à la SEC pour pouvoir faire cette CAN. Juste pour faire la CAN. Et peut-être même à la limite essayer de décrocher encore quelque chose. Donc voilà, c'est comme ça. C'est une bande d'amis. La plupart, ils ont grandi ensemble, ils ont joué dans les petites catégories, ils se connaissent. Il n'y a pas de star dans leur équipe. Le seul grand, c'est un peu qui fait office de ça, c'est Caboré. Donc, invité surprise, mais attention, ils ont rien à perdre, ils vont jouer jusqu'au bout. Ils ont raté la finale en 2013, la Coupe du Monde de justesse aussi contre l'Algérie. Donc, voilà, c'est maintenant, comme vous le disiez tantôt, c'est face à 3 ogres du football africain aussi, 15 titres pour entre le Cameroun, le trio Cameroun, Égypte et Ghana. Donc c'est du très lourd, cela montre aussi que l'expérience de cette compétition a valeur aussi. Plus la compétition avance, je pense que le Ghana qui est rentré timidement a montré avec les frères Ayou que c'est une équipe solide qui est toujours là pendant les demi-finales. L'Égypte aussi, c'est vrai, absente, a su revenir, s'organiser, surtout aussi avec beaucoup d'expérience pour être là. Bon, le Cameroun solide, on connaît, et qui va organiser dans 2 ans, en 2019. Voilà, on va vers des échéances, des demi-finales qui vont être extrêmeuses. Très belle demi-finale en perspective mercredi et jeudi. Mercredi, donc, Burkina Faso, Égypte, et puis jeudi, Ghana, Cameroun. Nous avons joint également au téléphone notre consultant pour le football africain, Hervé Penaud. Il est à Libreville, il revient sur ces demi-finales et s'attarde, lui aussi, sur le cas Burkina Faso. Le Burkina, qui est l'invité surprise, j'allais dire, on se retrouve qu'avec des gros. Et on est content de voir le Burkina, pour tout vous dire. Parce que le Burkina, c'est quand même une équipe à la fois ultra sympathique. Ça, faut quand même le dire, parce que dans un monde où c'est devenu compliqué de travailler avec des sélections, quand vous avez des gens souriants, sympas, gentils, faciles à vivre, vous êtes quand même dans un autre monde, si vous voulez. Et ils font un tournoi très étonnant. Parce qu'ils sortent d'un groupe, c'est quand même du pays organisateur. Ils ont été très bons contre la Tunisie. Ils ont étouffé totalement la Tunisie. Alors c'est pour ça que le match, pour moi, je le trouve très intéressant.
important et très un défi. Parce que physiquement, je pense qu'ils ont vraiment écrasé les Tunisiens en deuxième période. Alors, est-ce que les Égyptiens, qui sont plus forts sur le papier, faut quand même dire la vérité, est-ce qu'ils seront ennuyés par l'impact physique des Burkinabés? Ça peut être la vraie interrogation, à mon avis, de ce match-là. Sinon, évidemment, que l'Égypte part quand même favorite, on peut pas dire le contraire, vu la qualité qu'ils ont proposée, et puis le fait de pas prendre de but du tout. Mais, ne rayons pas le Burkina, qui crée surprise sur surprise. En 2013, ils étaient là en finale. À l'époque, il y avait Pi 3 pas. Aujourd'hui, il n'y a pas Pi 3 pas, il y a Bertrand Traoré, qui est la nouvelle merveille du football burkinabé. Il faudra bien le suivre dans ce match-là, parce que c'est lui qui peut être la clé de ce match côté burkinabé. Voilà, le Burkina à la recherche, bien sûr, d'un premier titre de champion d'Afrique. Mais il faudra aussi marquer, pour gagner. Vous marquez des buts à l'Égypte, ce que aucune équipe n'a réussi à faire dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Encore plus compliqué, marquer des buts à Essam El-Hadari, le portier de 44 ans de la sélection égyptienne, qui n'a plus pris de but depuis 14 matchs en Coupe d'Afrique des Nations. C'est énorme. Essam El-Hadari, qui était dans les buts de la sélection égyptienne lors d'un match contre le Burkina en Coupe d'Afrique des Nations en 1998. Ça fait le siècle dernier, voilà, exactement. Le siècle dernier, et c'était donc au Burkina Faso. L'autre... Juste pour que les gens comprennent, à cette Coupe du Monde 98, l'équipe du Maroc... Pardon? La Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique. L'équipe du Maroc se composait de Chipo, Nibet, il y avait Fouhami dans les buts. Marc Cartier en face avait marqué pour l'Afrique du Sud, il avait 17 ans. Voilà de quel monde on parle. Camacho, Bassel, voilà qui était notre équipe. Voilà. C'est tout de même pas, mes amis, du noir et blanc à la télé à l'époque. Non, ça va, d'accord. Il n'y a pas de smartphone. Juste le temps d'être égyptien, on a fait des pataquès de dinosaures qui jouent une Coupe du Monde à 40 ans. On va rappeler que ce bonhomme, il en a 44. Mais il faut juste rappeler aussi... 44, je ne sais pas si vous réalisez, 44 Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce 25, bonhomme ne devait pas être là dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est un énorme concours de circonstances. Il y a la blessure d'abord du troisième gardien, puis la blessure du gardien titulaire, le premier match. Il devait pas jouer et il est là. Il y a des histoires qui se font comme ça. Et maintenant, même si l'autre gardien titulaire a récupéré, il serait pas là. Parlons aussi, mes amis, du Cameroun contre le Ghana. Juste du Burkina très rapidement. On va juste rappeler qu'ils font tout ça sans peut-être leur meilleur joueur qui est Pi 3 pas. Ouais, Jonathan Pi 3 pas qui était la star du pays. Effectivement, c'est Charles Caboret qui est l'ancien de Marseille, qui est la figure, on va dire, de ce pays-là. Mais le vrai talent, c'était le virevoltant Pi 3 pas. Cameroun-Ghana. Alors, ça paraît être une affiche fréquente en Coupe d'Afrique des Nations. Pas tant que ça. C'est aussi bizarre que ça puisse paraître. Ces deux nations ne sont pas souvent croisées. Le Ghana, qui reste quand même là, c'est sa 6e qualification d'affilée. 6e qualification d'affilée pour les demi-finales d'une Coupe d'Afrique. C'est énorme. Et le Ghana qui reste sur une terrible désillusion, déception. La défaite en finale face à la Côte d'Ivoire, une finale que les Ghanéens avaient dominée et qu'ils avaient perdue à l'issue d'une interminable série de tirs au but. Ouais, le Ghana qui est là, qui montre que ils font partie des plus grandes équipes d'Afrique, c'est une certitude. Maintenant, je pense qu'aussi ils ont grandi quelque part, que ce soit les frères Ayou, on voit qu'ils ont beaucoup plus maintenant, qu'ils jouent avec beaucoup plus d'expérience. Jordan, à ses débuts, était très nerveux. Là, on le voit qu'il gagne en assurance aussi. Ayou aussi prend l'équipe malgré l'absence d'Asamoah. Donc, on peut penser qu'elle peut aller jusqu'au bout. Mais ça va être difficile. Mais moi, je mettrais une pièce pour le Ghana. Je pense que par rapport au Cameroun, ils ont ce plus d'expérience. Cette équipe du Cameroun ne pensait pas être là. Ouais. C'est une équipe qui se projetait plus en 2019 pour la CAN qu'elle va organiser que d'être là en demi-finale. Donc le Ghana, je pense, cette année a un bon coup à jouer, surtout qu'elle l'avait perdu contre la Côte d'Ivoire. Et souvent, elle le perd aussi contre cette même équipe de Côte d'Ivoire en 92 qu'on a organisé à Dakar. Elle le perdait aussi sans le père des Pelés. Suspendu pour ce match, malheureusement. Donc voilà, je pense que cette équipe du Ghana peut aller jusqu'au bout, à mon avis. Une équipe du Ghana qui travaille dans la durée, parce que c'est pratiquement le même effectif depuis 5 ans. C'est le même entraîneur, l'ancien entraîneur de Chelsea, Avram Grant. Et malgré l'énorme déception de la perte du titre, ils ont continué à travailler, parce que s'ils ont raté cela de peu, il y a 2 ans, ils peuvent l'avoir cette année. Oui, mais surtout, moi, quand je vois plus globalement les 4 équipes qualifiées, moi, ça me rassure en me disant que
la force de l'expérience fait le résultat. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend l'Algérie par exemple, l'élimination très précoce de l'Algérie, voire un peu moins du Gabon. Ce sont des équipes qui certes avaient des grandes individualités, mais qui n'ont pas une très grande, je dirais pas expérience, mais une très grande, surtout la stabilité beaucoup de résultats au niveau des CAN. Là, on a des équipes, même le Burkina dont tu parlais il y a pas longtemps, qui ont fait un super parcours sur les CAN précédentes. On a des équipes qui à part l'Égypte, bon, qui va participer, mais quand elle participe, elle gagne. Mais on a des équipes qui sont habituées à faire des quarts, demi-finales, demi-finale, quart, demi-finale. C'est-à-dire que, au-delà des qualités intrinsèques, tu as aussi l'expérience, tu as l'histoire qui parle pour toi, tu as les parcours. Et donc, c'est pas étonnant. Et c'est à la fois rassurant, en se disant que si nous, on peut capitaliser sur ce qui a été fait, et que si on prend l'habitude de faire, parce que ça va dans les deux sens. Quand tu es habitué à chaque fois quitter au bout de 3 matchs, finalement, tu quittes au bout de 3 matchs, ça dérange plus personne. Mais eux, ils sont habitués à revenir chaque fois à ce stade de la compétition. Ça veut dire que si on commence à s'y habituer un petit peu, la prochaine fois, ça sera encore quart, puis demi. Peut-être qu'on la regagnera encore. Ce qui est étonnant, c'est valable, ce que tu dis, c'est valable même pour une équipe comme le Cameroun, qui arrive sans la moitié de l'effectif, mais eux, c'est pas décimé par les blessures, mais eux, ils ont décidé de ne pas venir et de faire l'impasse sur cette CAN. L'anecdote est sympathique. Puisque tu parles de ça, je vais te compléter l'histoire, puisque tu parles beaucoup de capitaliser. Capitalisons aussi sur la glorieuse idée de la Fédération camerounaine de football qui s'appelle FECAFoot, je crois, qui a décidé de publier la liste des excuses qui ont été avancées par les joueurs qui étaient censés rester privés. C'est-à-dire, je viens pas parce que je renégocie un contrat, je viens pas parce que j'ai peur de perdre ma place de titulaire. Et ils ont mis ça sur la place publique d'où ces fameuses équipes décimées, mais décimées par des gens qui étaient hésitants. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé avec nous. Bon, nous on avait des vrais blessés, eux ils avaient des gens qui voulaient pas jouer, mais globalement tu as cette question qui se pose toujours, bizarrement, de la motivation et de l'engagement. Et je sais pas pourquoi, c'est peut-être plus important dans ce continent que dans d'autres. C'est vrai. C'est incompréhensible. Oui, le Cameroun, c'est un peu spécial aussi, parce que souvent, ils sont confrontés à des problèmes de primes, ils sont confrontés à des problèmes d'avion. C'est souvent, et en plus, en plus, le problème, c'est, ils pensaient pas que cette équipe allait partir jusqu'en demi-finale. Mais pas la question, je suis désolé, aujourd'hui, quand tu vas sur une CAN, je pense que c'est une occasion unique de rendre un peuple heureux. Moi, par exemple, après, je ne jette pas du tout la pierre, mais quand je vois qu'au milieu de la CAN, tu as un joueur qui est disponible, même pas aujourd'hui, Bouffel, était disponible pour jouer avec Southampton, avec son club. Comment est-ce que tu gères ce cas-là? Pour moi, Antman est blessé jusqu'à la fin de la saison. Ok, c'est une grosse blessure. Belhenda, apparemment, est parfaitement remis. J'ai vu une superbe reprise de volée dans une émission télé il y a une semaine. Un Bouffel, aujourd'hui, qui est cotement remis. Qu'on le veuille ou pas, dans un coin de nos têtes, ça va rester. Je te pose des questions. Et c'est des cas aussi à gérer au niveau de la fédération. Parce que on en revient encore une fois à de la motivation, mais aussi aux questions de passe-droit, auxquelles il faut. Mais c'est important. C'est important. Mais si le docteur, après. Il est blessé devant tout le monde. Il n'y peut rien. C'est très important. Bon, avant la fin de cette émission, mes amis, j'aimerais que vous parliez de ça, ce superbe ouvrage, Le sport au Maroc, palmarès et légende, un livre de 320 pages, bilingue en arabe et en français, à l'initiative avec le soutien de la Marocaine des Jeux et des Sports. Bien entendu, c'est un livre qui revient sur un petit peu l'histoire du sport marocain, les performances, les engagements, le patrimoine du sport national, mais ne s'arrête pas là. Un superbe ouvrage, Reda, avec de très très belles illustrations. J'ouvre, voilà, et je tombe sur Dolmy. Voilà, et je pose la question à Reda. Voilà. C'était vraiment au hasard. Oui, non, mais tu peux le jurer sur ta grande yeux. Dolmy est mon idole absolue. Dans ce match à 3-1 contre le Portugal, je crois que c'est Pacheco qui est en face. J'ai mal vu, mais. Ouais, c'est Pacheco, effectivement. C'est Pacheco. Mais je l'ai connu, la photo, elle est très connue. Moi, je pense qu'on est quand même, on a un déficit dans ce pays de mémoire, d'ouvrage qui perpétue un peu la mémoire dans tous les domaines, pas seulement le sport. Puisqu'on parle du sport, c'est déjà très très difficile de comprendre ce qui se passe. C'est encore plus difficile de comprendre ce qui se passe quand tu sais pas ce qui s'est passé. Donc moi j'accueille à bras ouverts et avec beaucoup de bonheur toutes les initiatives qui permettent de poser comme ça, de graver un peu dans le marbre des choses qui appartiennent à notre culture collective et qui est vraiment sous-développée en termes de documentation. Voilà. Et pas juste un petit mot, on se rend compte qu'en parcourant, parce que tu es tombé sur une photo qui est très très belle, mais il y a aussi énormément de textes, c'est-à-dire c'est extrêmement documenté, et puis surtout c'est très exhaustif, on parle pas seulement de foot, parce qu'on aurait tendance à penser que c'est que du foot, l'éventail est très très large, effectivement, avec Ko juste derrière, effectivement, et pour ceux
qui ont un quelconque intérêt pour le sport au Maroc, je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle une initiative louable, voire salutaire, parce que par rapport à ce déficit d'histoire qu'on a, et justement de tout répertorier, de tout regrouper au sein du même ouvrage, je pense que c'est vraiment une très très belle initiative. Rouvre une troisième page. Très belle initiative. Et j'ouvre une. Je pense que ce sera toujours des photos sur lesquelles troisième. Voilà, je vous assure, voilà. De circonstances, la Coupe d'Afrique des Nations pour ce spécial. Mais là où tu mets la match, tu tomberas sur une paire. D'Afrique des Nations. Merci beaucoup, Reda. Merci, Amine. Merci beaucoup à mon ami Moussandao pour ce superbe cadeau, ce superbe WAC. J'étais vraiment honoré de le porter aujourd'hui. Et bien entendu, mes amis, si j'avais d'autres exemplaires, je vous les ai redonnés, mais j'en ai qu'un seul. Et donc, je vais une seule place pour un seul voyage à Maradona, une seule chemise et un seul bouquin. Voilà, je vous ai donné volontiers, mais je vais militer pour que vous ayez un exemplaire chacun. C'est la fin de cette édition du club. Merci Amine, merci Reda. Merci beaucoup aussi à Moussanda. On se retrouve, nous, bien entendu, la semaine prochaine. Ciao.